Annulée, finalement autorisée. La fête de la musique antiraciste que LFI propose ce dimanche aura donc bien lieu. Place de la République tout à l'heure à 18h à Paris. Dans un premier temps, le préfet de police, Patrice Faure, avait interdit l'événement, avant quand notamment la présence annoncée d'Assa Traoré, du rapport Médine, un risque de trouble à l'ordre public. Vous avez fait appel de cette décision, vous avez eu gain de cause, et puis vous dites que le préfet a eu un argumentaire fallacieux, c'est-à-dire ? Je crois d'abord que c'est avant tout, en effet, un camouflet pour le préfet qui a tenté d'interdire sur la base d'arguments absolument fallacieux et qui sont démontés un à un par la décision du tribunal administratif que j'invite toutes et tous à aller lire. Elle n'est pas très longue. Et dans le détail, elle démonte à la fois, vous l'évoquiez, la présence de Sosomanes et de Médine qui ne sont même pas présents à cette fête de la musique. Ils ne seront pas là. Et non, ils sont pas été invités à cette fête de la musique, mais quand bien même ils auraient été présents, le tribunal administratif dit, et je les cite parce que c'est intéressant, que le préfet de police ne justifie pas au regard des pièces produites au dossier du risque de troubles matériels à l'ordre public. Ça, c'est pour le premier argument. Ensuite, le deuxième argument, c'est que sur le risque, soi-disant, de débordement de la France insoumise, etc., là aussi, le tribunal administratif le démonte en disant il ne résulte pas de l'instruction que les organisateurs du concert sur la place de la République aient été impliqués dans des violences entre groupes antagonistes de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Et enfin, le troisième argument qui était avancé par le préfet de police, c'était sur le dispositif de maintien de l'ordre. Et là aussi, le tribunal administratif le démonte en disant que la préfecture a tout à fait les moyens d'organiser un dispositif de sécurité. Bref, donc vous comptez sur la police pour le dispositif de sécurité. Mais vous savez, tout événement, il y a toujours une forme de sécurisation de la police. On a l'habitude d'organiser des grands événements à la France insoumise. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a organisé un grand rassemblement, un grand meeting de lancement de campagne à Saint-Denis. Il y avait 26 000 personnes. Il y avait évidemment une organisation. Je crois qu'à la France insoumise, on est plutôt connu pour notre organisation rigoureuse. Évidemment, le tout en lien avec les forces de l'ordre. C'est toujours la manière dont ça se déroule. Il y a eu plusieurs rendez-vous qui sont déroulés d'ailleurs entre nos équipes d'organisation et les services de la préfecture de police. Donc, c'est juste pour savoir, vous comptez bien sur la police pour vous protéger en cas de débordement. Les forces de l'ordre doivent être présentes pour maintenir l'ordre. Et c'est le cas dans l'ensemble de nos événements. Ensuite, on a un service d'ordre qui est aussi là pour essayer de désescalader. Oui, en plus, qui est là pour essayer de désescalader toute source de tension et faire en sorte qu'il y ait un lien fluide entre les forces de l'ordre et notre équipe d'organisation. C'est-à-dire les forces de l'ordre et votre service privé, entre guillemets. Mais ça se fait en... Non, c'est pas privé, ce sont des militants. Et d'ailleurs, je veux leur rendre hommage parce que notre service d'ordre travaille souvent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Il va faire très chaud aujourd'hui. Et donc, dans ces conditions-là, ils seront présents pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Compte tenu de la canicule et des événements de la fête de la musique qui va avoir lieu ce soir, est-ce que les forces de police, c'était un des arguments qui était mis en avant par le préfet, ne serait pas plus utile ailleurs que pour sécuriser votre on va dire, un meeting politique ? Mais le principe même de la fête de la musique est qu'il puisse se tenir des concerts, que la France insoumise organise un concert parmi d'autres concerts qui vont être organisés. Un concert à connotation quand même politique, vous le reconnaissez. Oui, mais la musique est politique, monsieur. Beaucoup d'artistes sont engagés. Il n'a jamais été interdit, a fortiori dans un cadre démocratique, qu'un mouvement politique organise un concert. Je vous invite à venir. Ce sera chouette, ce sera joyeux, ce sera bien entendu engagé. Nos équipes politiques vont suivre. Mais je vous invite aussi à venir comme citoyen. C'est à 18h, place de la République. Et vous verrez un peuple qui sera en communion et qui aura envie juste de faire la fête comme tous les Français aujourd'hui en cette fête de la musique. Mais est-ce que dans cette séquence-là, il n'y a pas un problème plus large qui vous touche, mais qui touche aussi d'autres mouvances politiques ou intellectuelles? C'est cette idée d'interdire un événement parce que pourraient s'y tenir des propos, dans le cas où vous dites hostiles aux forces de l'ordre. Bon. Mais dans d'autres événements, des gens qui sont plus marqués à droite ont dit des propos qui seraient hostiles à la diversité ou à l'immigration. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de base à l'idée d'interdire un événement parce que pourraient s'y tenir des propos qui vont heurter à gauche ou à droite ou au centre? Mathieu Bocoté, est-ce que le moindre d'entre nous, que ce soit militant de la France insoumise ou artiste qui participera ce soir au concert, a été condamné de quelque forme que ce soit par la justice pour les propos qui Je sont ne vous contredis pas. Je dis que la crainte qui était évoquée par les autorités, c'était celle-là. Je vous demande, est-ce que ce n'est pas un problème, quel que soit le mouvement? La réponse est non, et donc elle n'est pas caractérisée. Et je vous dis... ce que veut dire Mathieu, est-ce que ce n'est pas une forme d'attaque à la liberté d'expression, d'une certaine manière? C'était évidemment une forme d'attaque à la liberté d'expression. C'est d'ailleurs la conclusion du tribunal administratif. Et je veux vous dire... tout dans cette histoire est hallucinant. Parce qu'on nous interdit la tenue d'un événement sur la base
d'artistes qui n'ont pas prévu d'être là, sur la base de propos potentiellement qui pourraient être tenus, qui n'ont pas été tenus. Ce que je veux dire, c'est que Donc, vous savez que de telles interdictions, ça frappe souvent des mouvements plus à droite. Est-ce que ça vous indigne lorsqu'on se fait subir le même sort à droite? Non, mais quand vous avez des personnes qui ont été tenues, des propos qui ont été tenus et qui ont été condamnés pour racisme, oui, je trouve ça normal. Je vais vous prendre un autre exemple sur un autre type de sujet. La possibilité de tenir un propos fait en sorte qu'on devrait censurer. Non, quand on a tenu des propos, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, monsieur Bocoté. Soit parce qu'on a tenu des propos, soit parce qu'on a eu des comportements qui tombent sous le coup de la loi. Je vous prends un autre exemple d'un autre artiste dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, monsieur Patrick Bruel. Moi, je trouve ça normal que sa tournée soit annulée à partir du moment où il est mis en cause, mis en examen pour des faits extrêmement graves de viol. D'ailleurs, il a fini par lui-même de commencer à annuler quelques concerts. Eh bien, là, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout du même ordre que des paroles engagées ou des artistes qui pourraient soi-disant tenir des propos, mais qui n'ont jamais été condamnés, qui n'ont jamais été poursuivis en justice, qui n'ont jamais été mis en examen. Et c'est pour ça que moi, je veux alerter. Vous avez raison de parler d'un recul des libertés fondamentales de notre pays. Mais qui touche tous les cas, non, pas que vous. Les libertés fondamentales sont encadrées. À partir du moment où vous tenez des propos à caractère raciste, à caractère antisémite, que vous êtes poursuivi pour des violences sexistes et sexuelles. Si demain il devait y avoir des événements, je ne sais pas, avec Dieudonné, ou d'autres, ça me semblerait plus normal qu'on se pose la question. Mais à partir du moment où les artistes qui participent à notre événement n'ont jamais été poursuivis pour quelle que soit la raison, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez, alors laissez-les s'exprimer. Et non, on arrive aujourd'hui... Pour les téléspectateurs qui n'auraient pas suivi, c'était surtout à propos de Sosomanes qui devait être invité. Qui ne participe même pas à cet événement. Qui avait fait chanter le public à la fête de l'Humain en 2021. Tout le monde déteste la police. Vous vous souvenez de cet épisode, Fabien Roussel avait dû s'excuser. À propos de Fabien Roussel, qu'est-ce que vous répondez à Léon Desfontaines qui, sur Europe 1, Léon Desfontaines du PCF, dit que la fête de la musique ne doit pas être politisée au sens large? Qu'est-ce que vous lui répondez? De la même façon que Jonathan Arfi, aussi du CRIF, estime que la place de la République ne devrait pas être la tribune d'un parti politique. Qu'est-ce que vous répondez? Vraiment de façon clinique là-dessus. J'ai envie de répondre au Parti communiste que je crois que les ancêtres du Parti communiste doivent se retourner dans leur tombe. Parce que la fête de la musique, elle a été inventée dans les années 80 comme une fête populaire par Jack Lang. À l'époque, le Parti communiste participait aussi au gouvernement. Comme une fête populaire, joyeuse, gratuite. Sans politique. Mais la musique est politique, monsieur. Le fait que le Parti communiste tourne le dos de cette manière à son histoire, franchement, j'ai vu les propos de Léon Desfontaines et je vous le dis tel que je pense, j'ai été choquée. Choquée qu'aujourd'hui, le Parti communiste se range du côté des censeurs. Mais c'est quoi la prochaine étape? On va leur interdire la fête de l'humanité et après ils vont se dire attendez, c'est extrêmement grave. Mais réveillez-vous, la gauche, réveillez-vous. Toutes celles et tous ceux qui n'ont pas exprimé de désapprobation extrêmement claire, nette et précise de cette tentative de censure du préfet de la police, je pense sont du côté de ceux qui aujourd'hui s'attaquent à notre régime démocratique. Le PCF n'est plus un allié de l'État. Je le regrette. Je le regrette profondément, mais manifestement, ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi leur camp, celui des censeurs et d'une dérive autocratique de notre pays qui est extrêmement grave. Mais que je comprenne, selon votre logique, par exemple, si quelqu'un a été condamné auparavant pour des propos troubles, par exemple Médine, si je ne me trompe pas... Il n'a jamais été condamné, Médine, monsieur. Journaliste est un beau métier, c'est bien de vérifier ses informations. Je disais, par exemple, si je ne me trompe pas, j'avais cet exemple en tête, alors je le corrige. Vous voyez, on fait des supputations avec des si de choses qui sont fausses. D'accord, on peut y aller de manière plus concrète. Il y a des événements qui ont eu lieu ces dernières années qui ont été interdits parce que pourraient s'y tenir des propos contraires à X, Y, Z. Ce qui m'inquiète chez vous, mais je me trompe peut-être, c'est que vous sélectionnez la liberté d'expression pour les vôtres, mais pas pour ceux qui pensent autrement. Mais monsieur Bocoté, c'est quand même hallucinant. Vous me posez une question. Si Médine avait été condamné, donc est-ce que vous l'inviterez? Mais avec des si, on met Paris en bouteille. C'est quand même hallucinant. C'est à partir de si qu'on a voulu vous interdire. Non, mais à quel autre... Justement, c'est tout le cœur du problème. À quel autre mouvement politique aujourd'hui, on menace d'interdire un événement sur la base de personnes qui n'ont pas prévu d'être là et qui n'ont pas tenu des propos qu'on leur prête? C'est quand même extrêmement grave. Et oui, je vous le dis, la France insoumise n'a jamais organisé d'événement avec des artistes qui ont été condamnés d'une manière ou d'une autre, et ça n'arrivera pas. Sur cette fête de la musique, est-ce qu'il y aura une Marseillaise ce soir? Je n'ai pas vu le déroulé de l'événement, mais tous nos événements à la France insoumise, en général, se concluent par une Marseillaise joyeuse et chantée à tue-tête. Elle ne sera pas sifflée? Non, elle est jamais sifflée dans nos événements à la France insoumise.
Bon. Vous êtes rassuré ? Je suis rassuré. Mais venez, vous verrez, vous la chanterez avec nous, ce sera sympa. Alors, je voudrais qu'on parle de la mort de Liana, 11 ans, qui a choqué la France entière. Tous les jours, de nouveaux détails nous arrivent de ce qui représente une des affaires judiciaires les plus malmenées depuis de nombreuses années. On a appris en cette fin de semaine qu'elle avait été violée, que l'ADN de Jérôme Barella a été retrouvé sur ses parties intimes. Jérôme Barella qui fait l'objet de plusieurs plaintes sans jamais avoir été inquiété. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Manon Aubry ? Je crois qu'il y a eu une série de dysfonctionnements, c'est une évidence maintenant. Dysfonctionnement d'un point de vue judiciaire. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas le seul cas sur lequel il y a eu des plaintes qui sont déposées sans qu'il y ait eu de poursuites judiciaires qui puissent s'engager dans les temps et qui laissent un criminel repasser à l'acte. Je crois qu'on va voir demain le rapport demandé par les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Mais je vais plus loin, je pense qu'il y a un problème plus systémique. On a de toute évidence un enjeu... C'est une crise systémique, hein. Le plus haut magistrat de France l'a dit. Et je partage largement. Enfin, on parle, le rapport de la Civis dit il y a plus de 160 000 enfants qui, chaque année, font l'objet de violences à caractère sexuel. Donc là, on parle d'un système. Je pense que le problème se déroule à 3 niveaux. Il y a évidemment un problème politique, de manque de moyens, de priorisation sur la question des violences sexuelles. On peut y revenir sur justement l'aspect judiciaire. Il y a aussi un problème sociétal et culturel, plus généralement, où on a accepté des standards de beauté juvéniles, parfois des écarts d'âge importants, et peut-être on n'a pas assez mis les warnings, comme on dirait, sur l'attirance envers les enfants. Et puis il y a un problème individuel, plus global. Je pense qu'on a été dans un déni collectif parce que des enfants qui sont victimes de violences sexuelles, des auteurs, ça peut être nos frères, nos pères, nos grands-pères, nos cousins, nos oncles, et qu'on voit là que c'est un problème plus structurel dans notre société qui interroge les rapports de domination, puisqu'à la fin des fins, c'est un rapport de domination entre l'auteur de ce crime et l'enfant, les auteurs. Et alors, avec tout ça, la responsable politique que vous êtes et qui a envie, avec Jean-Luc Mélenchon, de prendre le pouvoir en 2027, qu'est-ce que vous proposez ? Je pense qu'on doit agir à plusieurs niveaux. Le premier niveau, il est évidemment mettre les moyens au niveau de la justice. Est-ce que dans l'affaire Liana, c'était vraiment une question de moyens ? Même le président de la République dit que ce n'est pas un problème de moyens, c'est plus un problème de dysfonctionnement, d'écoute des victimes. Le président de la République se trompe ? Je pense que c'est un mixte des choses. Parce que les moyens de la justice ont beaucoup augmenté ces dernières années, peut-être pas suffisamment. Mais ce ne sont pas mes termes qui disent que la justice est clochardisée. Quand on regarde, et je le vois singulièrement en tant que députée européenne, si on compare le nombre de procureurs au niveau européen, on en a 3 à 4 fois moins en France que dans le reste de l'Europe. De même, sur les magistrats, on a 11 magistrats pour 100 000 habitants contre 17 au niveau européen. Donc on voit qu'il y a un décalage de moyens et tous les magistrats, les procureurs en témoignent en disant mais on a un nombre d'affaires colossales qui fait qu'on ne peut pas les traiter dans de bonnes conditions. Sans parler des officiers de la police judiciaire, ce gouvernement a supprimé un certain nombre de postes d'officiers de police judiciaire. Donc je pense que mettre les moyens, ça fait partie, c'est pas le seul, vous avez raison, mais ça fait partie de la réponse et de la solution pour que la justice et les enquêteurs puissent travailler dans de bonnes conditions et puissent prioriser les enquêtes à caractère sexuel. Maintenant, il y a un problème plus large. J'ai observé ces dernières semaines une forme de concours Lépine des pires idées. Parfois, c'est la castration chimique, parfois, c'est le retour de la peine de mort. Et ces idées sont extrêmement dangereuses et je pense méconnaissent le cœur du problème en matière de lutte contre les violences sexuelles. C'est de penser que finalement, c'est la peine en tant que telle qui va permettre de résoudre, alors que et vous ne croyez pas. Le premier problème qu'on a, c'est d'abord que les agresseurs sexuels soient arrêtés. Quand vous avez plus de 95% des agresseurs sexuels qui ne sont pas condamnés et que vous avez dans l'écrasante majorité des cas des plaintes qui sont classées sans suite, c'est plus de 75% d'entre elles, il y a d'abord le premier palier qui est problématique. Et puis ensuite, sur le cas des enfants, il y a aussi une barrière un peu plus spécifique à dépasser. Quand vous êtes un jeune enfant et que vous savez que si vous allez parler, potentiellement vous allez emmener votre père, votre cousin, votre oncle en prison, il y a un accompagnement à avoir de l'enfant parce qu'il va y avoir une forme de culpabilité sur cet enfant. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'inspirer de dispositifs qui existent dans d'autres pays. Je pense notamment à la Norvège, où on écoute la parole de l'enfant une seule fois.
elle est filmée et donc retransmise. Et derrière, il y a des psychologues, des travailleurs sociaux, etc. Et aussi des enquêteurs de manière judiciaire. En France, avec le système Mélanie. Le système Mélanie, par exemple, c'est un bon exemple. Vous avez raison que l'objectif se place dans une perspective similaire, sauf qu'il n'est pas déployé partout. Pour que tout le monde ait en tête le système Mélanie, ce que c'est un petit peu le même principe avec une salle qui est spécialement aménagée pour recueillir la parole de la victime. Mais tout enfant qui a porté plainte pour des violences sexuelles, c'est que le parcours judiciaire est un parcours du combattant, qu'on vous demande de re-raconter votre histoire un certain nombre de fois, ce qui réveille les épisodes traumatiques. Et donc, il y a tout un accompagnement à revoir, à repenser. Ouais. Et en Norvège, c'est une seule fois. Et à partir de ce témoignage-là, vous êtes ensuite pris en charge, protégé, et les agresseurs aussi mis hors d'état de Manon, vous avez noté l'idée qu'il y a un retour de certaines idées. Vous avez parlé de peine de mort, la castration chimique et ainsi de suite. Vous noterez, peu importe ce qu'on en pense, qu'une proportion très significative, souvent majoritaire des Français, y sont favorables. Comment l'expliquez-vous? Je pense que c'est une forme de réponse facile, parce qu'on peut avoir une peur quand on est parent. On peut avoir une crainte pour ses enfants et il y a une forme de solution de facilité. On va essayer d'avoir une peine la plus capitale possible pour ces auteurs-là. C'est aussi une forme de dissuasion. Par exemple, quand vous interrogez les Français, CSA pour JDD, Europe 1 et CNews a montré que 92% des Français sont favorables à la perpétuité réelle pour ceux qui ont commis des crimes sur des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une dissuasion. C'est-à-dire, tiens, si je fais ça, je risque quand même. Non, vous n'y croyez pas. Sauf que tous les experts de criminologie, et y compris, j'ai essayé d'en écouter beaucoup ces dernières semaines parce que je pense que c'est une situation qu'il faut essayer d'apporter, de réfléchir collectivement. Et tous les experts de criminologie disent très clairement que ce qui fonctionne pour faire reculer une infraction, c'est pas de risquer une peine lourde, mais c'est la certitude d'être pris. La certitude que si vous commettez ce crime, alors vous serez poursuivi. À l'heure actuelle, les auteurs de ce type de crime savent qu'ils peuvent jouer d'une certaine forme d'impunité. On appelle ça le taux d'élucidation dans le terme en criminologie. Par exemple, ceux qui se font passer pour des jeunes adolescentes derrière le net et qui traquent des pédocriminels? Non, moi, ce que j'encourage, c'est pas à se faire justice soi-même, c'est que notre système judiciaire... Non, mais ils ne font pas justice soi-même parce qu'en fait... C'est des policiers, souvent, ou des... Alors, il y a des associations, et ensuite, ils remontent les informations aux policiers qui ensuite prennent en main C'est deux choses différentes. Moi, ce que je souhaite, c'est que le système d'enquête et de police judiciaire puisse dédier davantage de temps là-dessus, mais c'est souvent des enquêtes qui sont longues. Ces associations le font parce qu'ils constatent que la police n'a ni les moyens, ni suffisamment de moyens. C'est pour ça que moi, en tant qu'actrice politique, je ne peux pas me satisfaire que des associations pallient aux carences de l'État. C'est la responsabilité de l'État d'y mettre les moyens qui sont nécessaires, tant du côté police que du côté justice. Et je vous le dis, il y a eu plusieurs milliers de suppressions de postes en police judiciaire ces dernières années. Il y a eu dans le dernier budget rectificatif et dans le dernier décret pris par le gouvernement, plus de 400 millions d'euros qui ont été supprimés dans le budget de la justice. Forcément, à la fin, ces carences humaines, on les paye. Sans compter les instructions qui sont données, après, pardon, je vous laisse poser votre question, sans compter les instructions qui sont données par le ministère de la Justice, de se concentrer sur les opérations de place nette, les trucs qui font grand bruit de manière immédiate. Une enquête au long cours contre des agresseurs sexuels, forcément, c'est un peu moins fracassant, mais c'est néanmoins indispensable, on le voit. Alors, je reviens sur la question de la peine un instant qui me semble centrale. Il y a, vous avez dit peut-être les Français par facilité, la castration chimique ou la peine de mort, qu'en sais-je, mais est-ce qu'il n'y a pas une demande dans la population d'une peine pour marquer l'impardonnable, quelle qu'elle soit? C'est-à-dire, on est devant des crimes tels qu'on ne doit pas chercher à comprendre, pardonner, excuser, réhabiliter. Il y a une forme de peine impardonnable qui viendrait sanctionner des crimes impardonnables. Pour moi, il y a une demande qui doit être double et qui doit être satisfaite. La première, vous m'excuserez, avant la peine, c'est que ces crimes n'arrivent pas. Oui, mais ça va de soi. Vous me posiez la question tout à l'heure, M. Devino, et je n'ai pas eu le temps de finir de répondre à votre question sur qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'acteur politique. La prévention, elle est essentielle, M. Côté, pour que ces actes n'arrivent pas. J'en dis un mot parce que c'est souvent, y compris ça a été balayé d'un revers de la main par le Premier ministre Sébastien Lecornu quand ma collègue Mathilde Panot l'a interrogé cette semaine. Quand vous avez des cours d'éducation à la vie affective sexuelle qui sont obligatoires depuis les années 2000 dans notre pays et seulement
15% des élèves qui les ont par an, alors oui, c'est un problème. Parce que dans ces cours-là, on apprend aux enfants la notion de consentement. On leur donne aussi ce qu'on appelle un safe space, un lieu sûr dans lequel parfois ils peuvent exprimer le fait qu'ils ont pu être victimes d'attouchement, etc. Ça, c'est pour le volet prévention. Et ensuite, j'en arrive à votre question sur le volet répression, entre guillemets. Je pense qu'il y a une soif de justice et que les auteurs de ce type de crime ne passent pas à de la récidive. Et je ne crois pas dans notre pays que l'on doive en revenir, et ce serait, je pense, extrêmement grave et un immense retour en arrière, de revenir à la peine de mort. Enfin, c'est une peine capitale qui a été abolie pour de bonnes raisons. Et quant à la castration chimique, pardon, mais c'est croire que les agressions vis-à-vis des enfants répondent à des pulsions sexuelles, ce qui est démonté par tous les experts, et y compris les experts scientifiques. Je pense que ça répond davantage à des rapports de domination, et c'est contre ces rapports de domination qu'il faut se battre, plutôt que contre des pulsions sexuelles qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment converties. Vous pourriez, mais pulsion sexuelle, ça veut dire que c'est une forme de déresponsabilisation. Pardon, je répondais à votre collègue. Je vous en prie, monsieur Devino. Mon collègue prend beaucoup de... Allez-y, monsieur Devino, je vous laisse de l'espace. Non, juste une dernière question sur le sujet, pardonnez-moi. Est-ce que vous êtes prêts à voter une proposition transpartisane? Est-ce qu'on pourrait aller au-delà des partis sur un sujet qui est, comme celui-ci, fondamental pour la protection de nos enfants? Est-ce que de reconquête de RN jusqu'à la France insoumise, on peut mettre en dehors la politique et dire, voilà, on va voter tous ensemble là-dessus, une réforme? Est-ce qu'il faut agir? Est-ce qu'il faut une loi? La réponse est oui. Est-ce qu'elle doit être la plus collective possible? La réponse est également oui. Il y a une loi intégrale qui est portée par les associations féministes. Je profite de votre antenne pour en appeler au gouvernement, à Gérald Darmanin, à Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice, avec eux, de la mettre à l'agenda. Ensuite, dans le cadre de ce projet de loi, on fera des propositions que je viens de vous faire, tant d'un point de vue d'action sur la prévention que sur les moyens, sur la justice. Pour essayer de se mettre d'accord. Sur le bon sens. Après, pour la protection de nos enfants. On pourra peut-être avoir des désaccords. Le gouvernement est celui qui a coupé des postes dans la police judiciaire. Vous l'avez déjà dit. Sauf s'ils changent d'avis, et c'est tant mieux, on pourra se mettre d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, nous, on continuera à faire ces propositions-là. Parce que je pense que si on n'agit pas sur tous ces niveaux, à la fois prévention, justice, accompagnement des victimes, et on en a assez peu parlé, et des moyens, parce que sinon, c'est pour ça qu'on parle de loi intégrale. Si vous oubliez un volet, ça ne marche pas. Oui, Manon Bry, vous êtes à la France Insoumise en train de peaufiner votre programme économique en vue de la prochaine présidentielle. Il est dans la droite ligne du programme de 2022, mais j'imagine qu'il est en train d'évoluer. Ce qui a changé par rapport à 2022, c'est la situation des finances publiques. Elle s'est beaucoup dégradée. Vous prenez toujours l'avènement d'une société collectiviste gouvernée par les besoins, parce que quand on vous écoute, on a l'impression de vivre 20 ou 30 ans en arrière. Il n'y a plus qu'en Union soviétique et dans quelques pays communistes comme Cuba, le Venezuela, où on parle encore de société collectiviste. C'est assez étonnant dès qu'on met le mot collectivisme. On voit que ça devient un totem qui peut être rapidement agité. Vous avez dit un sujet qui est important pour nous dans le cadre de notre programme économique, c'est partir des besoins. Tout notre programme économique est fondé sur les besoins. Donc quels sont les besoins ? On parlait à l'instant de la justice pour lutter contre les violences faites aux enfants et aux femmes. On peut parler aussi dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, singulièrement en ce moment avec la canicule que nous vivons. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas un thème sur la canicule, vu comment ça nous étreint tous, et je pense que c'est un sujet qui est politique. Et donc, on part de ces besoins-là, en matière industrielle, agricole, justice, etc. Et à partir de ces besoins, vous avez raison, il faut mettre un financement qui est en face, et que la situation économique n'est pas la même en 2027 qu'elle est en 2022, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Emmanuel Macron a largement dégradé les finances publiques, notamment en multipliant les cadeaux fiscaux aux plus riches. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je crois qu'il y avait un article dans Les Échos cette semaine, donc vous l'avez peut-être vu. Il y a eu un rapport sénatorial cette semaine qui faisait état que 40 000 foyers qui étaient assujettis à l'ISF payer en réalité 0 € d'impôt sur le revenu. Ça, c'était avant qu'on passe de l'ISF à l'IFI. C'est à peu près la même chose depuis l'IFI. Donc c'était Éric Lombard, l'ancien ministre de l'économie, qui en avait parlé le premier. Et donc, on voit qu'on a un sujet. On a un sujet de justice fiscale, de redistribution des richesses, qu'on va adresser dans notre campagne. Et puis, on a un sujet financement, de quels sont les outils de financement. Sur les impôts, parce que dans votre programme de 2022, il y avait de mémoire plus de 180 milliards d'impôts en plus. Les impôts ont encore augmenté l'année dernière dans le cadre du budget de plusieurs dizaines de milliards.
vous êtes toujours partisan d'augmenter massivement les impôts en France. On est le pays qui paye aujourd'hui le plus de prélèvements obligatoires dans les pays développés. Est-ce qu'il y a un moment, on ne va pas se dire trop d'impôts tue la peau? Est-ce que c'est possible? 180 milliards, c'est énorme. Monsieur Dupont, c'est pas vous faire offense que de dire que vous êtes un journaliste spécialisé sur les questions économiques. Donc dès qu'on parle d'impôts, c'est difficile de parler d'impôts de manière générique. Ça dépend de quels impôts on parle. On peut les prendre dans l'ordre. Impôt sur le revenu, tous ceux qui gagnent moins de 4 500 € par mois en France, qui fait beaucoup de gens, net, ce qui fait beaucoup de gens, 92% de la population environ, ils paieront moins d'impôts sur le revenu. Donc vous voyez, en termes d'impôts sur le revenu, il y a une grande partie de la population française sur le premier impôt qui est concerné qui paieront moins. Si je prends l'impôt sur les sociétés, oui, j'assume de dire qu'on a un sujet sur la taxation des plus grandes entreprises multinationales. Monsieur Patrick Pouyanné, le PDG de Total... Ils sont déjà surtaxés dans le cadre du dernier budget. Monsieur Patrick Pouyanné, le PDG de Total, était auditionné cette semaine en commission des finances à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de par Monsieur Coquerel. Par Monsieur Coquerel, président de la commission des finances. Et dans le cadre de cette audition, il a été incapable de répondre à une question simple. Combien de profits sont localisés dans chacun des pays dans lesquels ils opèrent? Parce que nous savons qu'un des pays où ils localisent une plus grande part de leurs profits, c'est par exemple Singapour et la Suisse. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de grands gisements de pétrole dans ces pays. Et c'est davantage pour les avantages fiscaux qui fait qu'une entreprise extrêmement prolifique, qui fait des profits records comme Total, on parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, ne paye pas un seul euro d'impôt en France, d'impôt sur les sociétés, alors que les entreprises au coin de la rue, votre bar, les cotisations ne sont pas la même chose que les impôts. Le premier impôt payé par les entreprises, quand même des impôts. Le premier impôt payé par les entreprises, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, et vous pourrez vérifier. Total ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Vous prenez n'importe quel commerce au coin de la rue, votre boulangerie, votre café, votre librairie, ils payent de l'impôt sur les sociétés. Donc, en plus, il y a une inégalité en matière fiscale dans le monde des entreprises que nous voulons rétablir, qui se fait au détriment des petites entreprises. Donc, il y aura plus d'impôts pour les grandes entreprises, plus d'impôts pour les ménages, disons, aisés. Et moins pour les ménages moins aisés et moins pour les petites entreprises. S'il fallait simplifier, mais ça tombe bien, je travaille particulièrement sur ce programme. Ne sera pas nul, puisqu'il y aura quand même une augmentation globale de la fiscalité de près de 200 milliards d'euros. Alors, on n'a pas fait le chiffrage actualisé. C'est un exercice qu'on va faire dans le cours de cette campagne. Ça tombe bien, je m'occupe particulièrement du volet fiscalité dans le programme, donc on aura l'occasion d'en discuter, d'en rediscuter le moment où on aura finalisé. Ceux qui gagnent, par exemple, plus de 4 500 € net, combien d'impôts ils vont payer? Ça, vous ne l'avez pas encore fait. C'est déjà ceux qui payent l'essentiel de l'impôt sur le revenu. Mais c'est quoi, en 2022... Parce que là, ceux qui gagnent vraiment au-delà de 500 000 € à deux payent 47%. C'est-à-dire qu'il y a 45 plus les 2% de taxes en plus qui avaient été faites en 2011. Vous avez l'air bien informé et bien inquiet pour les gens qui gagnent plus de 500 000 €. C'est une question clinique, entre guillemets. C'est pas... si vous voulez, quand je fais un système fiscal, j'essaie de penser qu'est-ce qui est le mieux pour l'écrasante majorité de la population. Et oui, il y a une toute petite minorité d'extrêmement riches qui paieront un peu plus. Mais quand vous avez... Un peu plus, c'est 47. Madame Aubry, c'est proportionnel. Parce que François Hollande avait proposé 75% d'impôts pour les très riches. Est-ce que, par exemple, c'est ça? Vous connaissez la différence en imposition entre le taux marginal et le taux moyen? Le taux marginal, c'est une fois que vous passez un certain seuil, l'argent supplémentaire que vous gagnez va être taxé à ce taux. Mais ça ne va pas être le taux qui va être imposé sur l'ensemble de vos revenus. Et c'est pour ça qu'on a un système qui est proportionnel en France, mais qui est proportionnel seulement avec 5 tranches d'impôt sur le revenu. Nous en proposons 14, de manière à ce que ce soit davantage proportionnel et que ça tienne davantage compte des revenus individuels. Ce que vous essayez de nous faire croire, c'est qu'avec votre programme, ce sera simplement les ménages vraiment les plus aisés, les plus riches qui vont payer plus. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est 10% des Français payent 70% de l'impôt sur le revenu. À terme, ils vont payer combien? 100% de l'impôt sur le revenu, c'est 10%, de Français. C'est-à-dire des cadres, c'est pas des gens qui gagnent forcément des millions. Je vous reprends l'exemple de ce rapport sénatorial. Est-ce que vous trouvez ça normal que 40 000 foyers qui ont un patrimoine suffisamment important pour être assujettis à l'impôt sur la fortune payent 0 € d'impôt sur le revenu? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'ils gagnent 0 € de revenus? Comme ça, on n'y arrivera pas. Parce que vous dites, il y a ceux qui payent 0, et nous, on vous dit, il y a ceux qui payent plus de 47. Je vous donne des exemples précis de personnes qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas assujetties à l'impôt, qui font de l'évasion fiscale. Et je pense que, c'est le premier axe de travail sur lequel on doit mettre nos efforts. Ensuite, oui, on doit avoir un système qui est davantage
davantage progressive, qui est davantage juste. Et je ne peux pas être plus précise qu'il y a 92% des personnes qui paieront moins d'impôts sur le revenu. Le seuil, puisque vous posiez la question du seuil, Monsieur Bock-Côté, à partir de 4 500 € par mois, on n'est pas très riche, mais on fait partie des plus aisés de la population. Ceux-là vont payer un tout petit peu plus. À partir de 4 500 €, vous considérez qu'on est très aisé? Non, je viens de vous dire aisé. Vous n'avez pas dit très riche, donc non, on est aisé. Je viens de vous dire aisé, mais le point de focal ne sera pas sur ceux qui gagnent 4 600 € par mois, qui vont peut-être payer quelques dizaines d'euros en plus. Vous avez bien compris que notre point d'intention, c'est sur les plus riches dans notre pays. Quand vous avez des personnes comme, désolé de le prendre, tout en haut de la hiérarchie, Bernard Arnault ou Monsieur Bolloré, qui sont très loin de payer leur juste part d'impôts, qui ont des patrimoines qui, s'ils dépensaient... Non, c'est pas vrai, monsieur. C'est pas vrai. Eu égard à leur richesse, ils payent beaucoup moins d'impôts sur vous par rapport à vous. Donc vous devriez, vous-même, en tant que... Oui, vous devriez vous insurger contre monsieur Bolloré et monsieur Bernard Arnault. Je sais que c'est un peu osé que de le demander sur CNews, mais je vous assure qu'à titre personnel, vous auriez tout intérêt à vous révolter comme l'écrasante majorité de la population française qui, aujourd'hui, paye le prix d'un système fiscal qui a été rendu de plus en plus injuste ces dernières années. Vous êtes toujours pour le retour à la retraite à 60 ans? Je vous confirme. Et vous financez ça comment? Alors, ça, c'est des débats qu'on a déjà eu au moment de la réforme des retraites. Sachant que l'espérance de vie progresse et que la natalité baisse. Donc, il y aura de plus en plus de gens, de plus en plus de retraités et de... Voilà. Donc, et de moins en moins de cotisants. Ce qu'on propose, c'est d'y aller en 2 étapes. On annule la réforme des retraites à 64 ans et on revient à 62 ans. Et ensuite, on va vers la réforme à 60 ans. Comment on le fait? En 30 secondes. En taxant les revenus du capital, qui sont, eux, beaucoup moins taxés. 2, en faisant l'égalité salariale femmes-hommes. Vous le savez que les cotisations sociales qui sont payées et qui servent à payer les retraites dépendent de votre niveau de revenu. Or, il y a un niveau d'écart de moins de 10% à poste égal et de plus de 20% dans la population générale entre femmes et hommes. Et donc, c'est un manque à gagner en termes de cotisations sociales. Je vous ai donné 2 exemples de pistes de financement, mais vous aurez l'occasion de revenir à notre grand exercice de budgétage et de chiffrage de notre budget et de notre proposition économique. En général, on est les seuls à le faire lors des campagnes présidentielles. Je crois que ça démontre notre crédibilité en la matière. Il y a un vote important au niveau européen cette semaine. L'accord commercial conclu entre l'Union européenne et les États-Unis. Les eurodéputés ont approuvé la suppression des droits de douane sur la quasi-totalité des produits américains importés dans l'Union européenne. Washington, en échange, s'engage à plafonner les taxes et sur les exportations européennes à 15%. Décision qui clôt des discussions entamées l'an dernier en Écosse. Donald Trump avait fixé l'échéance au 4 juillet 2026. Pour les défenseurs du texte, un compromis pragmatique qui permet d'éviter une guerre commerciale. Pour ses opposants, c'est un accord déséquilibré. Et pour vous, c'est une défaite? C'est même une capitulation en rase campagne. Il faut bien se rendre compte de ce dont on parle avec cet accord commercial. Dans le cadre de cet accord commercial, tous les produits européens qui vont entrer sur le marché américain vont être taxés à 15%. En revanche, tous les produits américains qui vont entrer sur le marché européen ne vont pas être taxés. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un bac+8 en économie pour comprendre que c'est extrêmement inégal, sans compter que Donald Trump, il n'a pas prévu de s'arrêter là. Derrière, il veut s'attaquer à nos régulations en matière numérique, il veut s'attaquer à nos régulations en matière sanitaire et environnementale. Il demande qu'il y ait des investissements massifs qui soient faits par l'Union européenne aux États-Unis, l'achat d'énergie polluante. Et moi, je vous le dis comme je le pense, l'Union européenne est devenue le paillasson de Donald Trump. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire quoi? Une guerre commerciale avec les États-Unis? C'était ça l'alternative, c'était la guerre commerciale avec les États-Unis. On y était déjà un peu entré. Je regrette que aujourd'hui, la seule alternative qui est posée, c'est de dérouler le tapis rouge à Trump, d'ailleurs comme Macron l'a fait à Versailles pas plus tard que cette semaine. Et au Parlement européen, je préside le seul groupe à s'être unanimement opposé à cet accord, qui est une capitulation en rase campagne. Et vous vous souvenez peut-être, il avait été annoncé l'été dernier, cet accord. C'était en plus mise en scène dans un golf et tout. C'était assez lunaire. Je me souviens, au moment où ça avait été annoncé, c'était au cœur de l'été. Toute la classe politique, tout bord politique confondu, était vent debout. Tout le monde disait c'est inacceptable, c'est inégal, on va demander des comptes à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Et là, au moment où il s'agit du vote... Comment est-ce que vous expliquez ce revirement? Parce que personne n'a de courage politique. Parce qu'au moment où ça a été annoncé, on dit « Ah non, c'est pas juste pour l'Union européenne ». Et dès qu'il s'agit de voter, il n'y a plus personne. Et je vais vous dire, là-dessus, c'est le cas, mais sur tellement de sujets au Parlement européen où on se sent seul. Et je me dis,
heureusement, je remercie ceux qui ont voté pour nous parce que on a quand même une petite forme de résistance. Mais franchement, je ne vous raconte pas d'histoire. Cette semaine au Parlement européen, avec mon groupe, on s'est senti bien seul à dénoncer cet accord qui est ni fait ni à faire, qui est extrêmement inégal, qui a été écrit pour répondre aux desiderata de Donald Trump, à tel point que je me demande si les députés que j'ai en face de moi, c'est quoi la prochaine étape, si on va les remplacer par des députés américains, au point où on en est, vu qu'on fait les lois au service des Américains. On parle quand même de souveraineté européenne à longueur de journée. Quand je dis on, c'est les dirigeants politiques, tous bords confondus, la présidente de la Commission européenne, etc. Et là, quand il s'agit de défendre notre souveraineté, il n'y a plus personne. C'est quand même assez hallucinant. Est-ce qu'il n'y a pas une hypothèse aussi qu'on peut considérer, c'est que plusieurs députés européens pensent à l'après-Trump, c'est-à-dire on a une période césarienne très particulière avec un homme qui veut imposer ses désirs de manière brutale, mais l'idée c'est de conserver une relation américaine tolérable pour la séquence de l'après-Trump qui commencera assez bientôt. Je pense que c'est un pari qui est extrêmement perdant. Il est d'abord perdant dans l'immédiat, puisque quand vous avez 15% de droits de douane pour nos produits sans réciproque, ça veut dire que les produits américains vont entrer sur le marché européen, faire une concurrence déloyale à nos produits. Donc c'est mauvais pour notre industrie, pour notre agriculture. Et demain, j'insiste sur nos législations en matière numérique et en matière sanitaire, puisque Donald Trump a dit très clairement que c'était la prochaine étape à laquelle il voulait s'y attaquer. Et donc vous perdez sur ce plan-là sans avoir la garantie de quoi que ce soit. Ce que dit aussi Donald Trump, Manon Brie, c'est qu'il paye notre défense depuis des années. L'OTAN est financée très largement par les États-Unis. Pendant des décennies, ils ont payé pour notre défense. Ils demandent un peu à être payés en retour. Mais vous avez raison que ça pose une question de notre dépendance aux États-Unis. Et c'est une des raisons pour lesquelles la France insoumise, merci de me faire le lien, ça fait des années qu'on prône la sortie de l'OTAN. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dépendre pour notre défense et donc pour notre souveraineté la plus élémentaire des États-Unis d'Amérique, a fortiori quand ils sont gouvernés par Donald Trump, qu'on ne peut plus dépendre d'un point de vue industriel de notre industrie d'armement, qu'il faut pouvoir construire, développer en France et en Europe tout ce dont nous avons besoin. La France a un petit peu d'avance sur le reste de l'Union européenne, mais c'est pas vrai surtout. Et surtout, à la fin des fins, le fait qu'on soit encore membre de l'OTAN fait qu'on est aussi dépendant des décisions stratégiques en matière militaire, en matière de défense de Donald Trump. Et ça, je pense que c'est dangereux pour notre pays. Et où la France a-t-elle été entraînée malgré elle à cause de son appartenance à l'OTAN ? Vous le voyez, la question posée par M. Dupont est la bonne. C'est que parce qu'on a peur que les États-Unis coupent les robinets sur le soutien militaire qu'ils apportent aux États européens, on est prêt à s'écraser pour accepter un accord commercial qui est complètement inégal. À partir de ce moment-là, je pense que la démonstration est faite que les réseaux de dépendance aux États-Unis sont une chose qui est extrêmement dangereuse, qu'il faut couper ces réseaux de dépendance en matière de défense, en matière militaire, en matière industrielle. Et donc, ce n'est pas du tout la direction qui a été prise par le Parlement européen, bien au contraire. Est-ce que vous ne voyez pas des similitudes entre la politique de Joe Biden et la politique de Donald Trump ? Les droits de douane ont toujours été très très grands. Les droits de douane américains ont toujours été une menace pour l'Union européenne. Oui. C'est pas forcément du fait de Trump. Je suis pas là pour être l'avocat de Donald Trump. Non, mais en l'occurrence, il y a quand même une forme de continuité. Je me souviens, à la fin du premier mandat Trump, on a dit « Ah, c'est Biden ». Les Français ont dit ça va aller mieux. En fait, ça n'a pas du tout allé mieux. Il y a eu des actes américains de comment dirais-je, de contrôle de protectionnisme. Ça a continué, en fait. Je pense que la vraie question que ça pose au fond et qui est la bonne question, c'est quel modèle industriel et économique nous voulons. Et moi, je pense qu'il faut en effet sortir du libre-échange, qu'il n'y a aucune raison d'aller chercher à l'autre bout du monde des denrées agricoles, des denrées industrielles. Protectionnisme, du coup. Oui, moi j'assume une forme de protectionnisme. C'est pas se refermer. Il faudrait qu'on mette 15% de droits de douane sur les États-Unis, qu'eux nous imposent 15%. Je vous explique ce que j'entends par... Je vous explique. Laissez-moi expliquer ce que j'entends par protectionnisme et vous verrez si ça vous satisfait ou pas. Ce que j'entends par protectionnisme, c'est d'abord se donner les moyens de répondre à nos besoins. On revient à l'économie des besoins. D'un point de vue industriel et d'un point de vue agricole, ça passe par exemple par se protéger des fonds prédateurs étrangers qui prennent le contrôle d'un certain nombre de nos entreprises. Je pense aux fonderies de Bretagne et à d'autres entreprises. Ma collègue Aurélie Trouvé a fait un formidable rapport qui a été publié cette semaine qui pointe précisément le risque de ces fonds prédateurs étrangers. Donc ça veut dire protéger notre industrie, protéger notre agriculture et répondre à nos besoins. Une fois qu'on a investi ce qui est nécessaire pour faire cela, oui, il n'y a pas de raison d'aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on sait produire ici. Est-ce que ça veut dire la fin des échanges pour autant ? La réponse est non, parce qu'il y a des choses... je sais pas, on n'a pas de cacao, par exemple, vous souhaitez un en Europe. protectionnisme sans droit de douane ?
Pardon ? Vous souhaitez un protectionnisme sans droit de douane particulier? Non, je pense qu'à un moment, il faut élaborer des droits de douane pour se protéger. Je vous donne un exemple. L'accord de libre-échange avec le Mercosur. Le principe, c'est d'importer des centaines de milliers de tonnes de bœuf, de volaille, de soja, de tout ce que vous voulez, sans droit de douane, ce qui va évidemment mettre nos agriculteurs face à une concurrence déloyale, y compris avec des règles sanitaires et environnementales complètement différentes des nôtres. Et donc, moi, j'assume de dire que plutôt que le modèle de cet accord de libre-échange dont personne ne veut, oui, il faudrait des droits de douane pour du bœuf argentin ou du bœuf brésilien, parce que j'estime qu'il vaut mieux manger du bœuf français que du bœuf argentin ou du bœuf brésilien. Il nous reste quelques instants pour évoquer votre voyage au Liban. Il y a une semaine, vous avez été présente là-bas avec des parlementaires de la France insoumise. Quelles solutions peuvent être mises en place, justement, puisqu'on parlait de la guerre au Moyen-Orient, pour sécuriser le Liban, et comment est-ce que la France peut participer selon vous ? D'abord, ce que je veux vous raconter et témoigner, c'est que personne ne peut revenir du Liban indifférent. Ce que j'ai vu, c'est des déplacés qui parfois ont été déplacés 2 fois, 3 fois, 4 fois, dont les villages ont été complètement rasés. Ce que j'ai vu, c'est des enfants qui sont... Je note que vous utilisez le mot déplacé, je vous en remercie. Oui, déplacés internes dans un pays, ça s'appelle déplacé. Non, parce qu'il y a eu d'autres mots qui ont été utilisés. En l'occurrence, c'est le terme en droit international. Et ce que j'ai vu aussi, ce sont... des enfants polyamputés qui ont été touchés par des bombes, je pense à un enfant singulièrement qui est resté dans le coma plusieurs semaines et que les soignants devaient à son réveil, annoncer qu'il avait perdu l'ensemble des membres de sa famille. C'est ça que j'ai vu au Liban. Qu'est-ce que vous attendez de la France ? Quand vous avez 12 enfants qui sont tués ou blessés par jour, c'est pas une guerre contre le Hezbollah, c'est une guerre inhumaine. Qu'est-ce que vous attendez ? Moi, ce que j'attends de la France, c'est une voix forte pour la paix. Et donc, ça veut dire d'assumer, de rompre les liens avec l'armée et le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui mène cette guerre qui est aujourd'hui destructrice. Et donc, je vous donne un truc très précis. Les relations sont déjà exécrables entre les deux gouvernements. Sauf qu'on continue de commercer pour l'équivalent de 70 milliards d'euros par an avec Israël. Et donc, il y a une initiative citoyenne européenne qui a été signée par plus d'1 million de citoyens européens, qu'on peut encore signer, qui s'appelle Justice pour la Palestine, de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui fait de l'Union européenne le premier partenaire commercial d'Israël. Cette initiative citoyenne européenne, c'est pas comme n'importe quelle pétition. À partir du moment où elle a atteint le seuil d'1 million de signataires, la Commission européenne devra y répondre. Et donc, moi, j'appelle la France à défendre la suspension de cet accord. C'est déjà demandé par la Belgique, l'Espagne, la Slovénie, l'Irlande. Il y a déjà d'autres États. Et je pense que la France devrait en revenir avec sa tradition de défense de la paix, du droit international. C'est d'ailleurs la demande qui a été faite. Toute communauté, la France, je pense, ces dernières années, ne s'enorgueillit pas de ses positions. Non, je ne pense pas qu'elle a œuvré pour la paix sur la scène internationale. Et je crois que c'est une demande conjointe qui émaille des chrétiens, des musulmans, de toutes les confessions religieuses au Liban, et qui demande et qui dit « Venez nous aider à ramener la paix au Liban ». Et la France doit jouer son rôle. Je suis désolé, je dois rendre l'antenne. Merci beaucoup Manon Aubry. Très bon dimanche sur CNews et sur Europe 1.